Bonsoir et bienvenue dans Planète Rugby. Le premier acte de cette Coupe du Monde est terminé, fin de la phase de groupe. Enfin, diront certains. Et avec moi en plateau ce soir pour débriefer tout ça, Yvon Rousset, vous nous faites l'amitié de venir un dimanche soir ici, ancien joueur de rugby professionnel. Bonsoir à vous Yvon, bonsoir Olivier, notre spécialiste rugby ici à France 24. Et puis par Skype, depuis chez lui dans le sud de la France, du côté de Carcassonne, Bakary Meïté, notre consultant pendant toute la durée de cette Coupe du Monde. On va commencer, messieurs, par le dernier match de cette phase de groupe qui vient de se terminer entre les Fidji et le Portugal. Et contre toute attente, eh bien, le Portugal qui s'est imposé ce soir à Toulouse face aux Fidjiens, victoire 24-23. Première victoire en Coupe du Monde. C'est historique pour les Portugais. Et avec le cœur, on a envie de dire. Avec beaucoup de fraîcheur. Énormément de fraîcheur, avec du jeu, avec des résultats, avec un enthousiasme incroyable, formidable, merci. Oui, effectivement, cet enthousiasme a été dingue. Des ailiers, Rafael Costa Sorti et Rodrigo Marta, qui ont vraiment été éblouissants sur ce match. Des Fidjiens assez empruntés, beaucoup d'en avant, beaucoup de mal à se défaire de ce match. Et derrière, une qualif qu'ils ont dû voir s'éloigner. Donc un grand ouf de leur côté et un grand bravo de l'autre. Ils ont eu sans doute un petit peu peur, les Fidjiens, pendant cette rencontre, pour ne pas dire autre chose. Et on les retrouvera, les Fidjiens, face aux Anglais en quart de finale. Bakary, le Portugal qui finalement sort de cette Coupe du Monde, mais on ne peut pas dire qu'ils ont raté leur Coupe du Monde. On se souvient qu'il y a eu un match nul face à la Géorgie. La victoire n'était pas loin. 2 défaites méritantes face à l'Australie et le Pays de Galles. Et donc cette victoire face aux Fidji ce soir. Oui, effectivement. Et combien d'équipes du tiers 2 peuvent se targuer de n'avoir que 2 défaites en poule quand on sait que c'était des poules de 5 Ils ont été crescendo. Ils ont surpris tout le monde lors de leur premier match face au Pays de Galles, mais ensuite on a bien compris que c'était pas un coup d'épée dans l'eau et qu'il fallait compter sur cette équipe-là. Leur finale de ce groupe-là a été contre la Géorgie, une équipe qu'ils n'ont jamais réussi à battre. Ils ont réussi à faire un match nul. Je pense que la prochaine étape, ce sera effectivement de réussir à battre la Géorgie pour leur ravir la place de numéro 1 dans le Rugby Europe Championship. Et on va parler maintenant de faire le bilan de cette phase de groupe, à commencer par le bilan des Bleus, le bilan du 15 de France. Et on va commencer par écouter Grégory Alldritt. Je ne vais pas vous mentir, c'était pas notre objectif premier de se qualifier pour les phases finales. Donc voilà, l'aventure continue et on est toujours en mission. Et j'espère que le week-end prochain, dimanche soir à minuit, j'aurai le même discours. Donc voilà, nous on prend les semaines après les semaines. Je dis pas que c'est, comme je dis, c'est pas une banalité d'être en quart de finale. Il faut profiter du moindre instant, mais je pense qu'on est programmé depuis maintenant 4 ans pour essayer d'aller plus loin que le quart de finale. Allez, 4 matchs, 4 victoires, difficile de faire beaucoup mieux, 18 points sur 20, seuls les bonus offensifs face aux Blacks et l'Uruguay ont échappé aux Bleus, une première place de groupe, ce qui n'arrive pas si souvent en Coupe du Monde en regardant les stats. La dernière fois, c'était en 2003, il y a des vrais motifs, messieurs, quand même, de satisfaction de cette première phase du côté français. Oui, la qualification, évidemment, et la montée en puissance annoncée, même si je trouve qu'ils ont fait le minimum contre les Italiens, au lendemain des Néo-Zélandais qui leur ont mis 100 points. On leur en met 60, c'est bien, mais on aurait pu pousser un peu le curseur pour montrer qu'on était comme les All Blacks dans la course aussi. Oui, ils auraient peut-être pu en mettre plus. Après, on a senti quand même une vraie satisfaction chez les Bleus après le match, à l'image de Thomas Ramos, qui a dit qu'ils avaient réussi à mettre des choses en place sur ce match qu'ils n'avaient pas réussi à faire avant. On est sur des très longues séquences de jeu, des essais construits. Ils ont vraiment répété leur gamme face à une équipe italienne qui n'a pas existé très longtemps pendant le match. Et je pense que pour eux, le fait d'avoir senti une petite progression dans leur jeu est un élément important. 27 essais inscrits dans cette phase de groupe pour les Bleus, quasiment la moitié. Alors c'est à relativiser parce que quasiment la moitié de ces essais ont été inscrits face à la Namibie. Mais 8 face à l'Italie. Seule la Nouvelle-Zélande, finalement, a fait mieux que les Bleus. Oui, tout à fait. Les All Blacks sont en tête des stats actuellement grâce au gros carton qu'ils ont passé. Mais les Français peuvent aussi être heureux de voir un Damien Penaud qui est premier marqueur d'essai actuellement. Meilleur marqueur pour l'instant. Devant Mackenzie à 5, devant l'Anglais Henry Arundel à 5.
Donc les Bleus ont montré leurs armes offensives. Il y a un petit peu moins de points, mais le résultat est là et la qualification est claire. Bakary, un mot sur Louis Bielbarré. Il a gagné sa place de titulaire, il a seulement 20 ans. Est-ce que c'est la première satisfaction à avoir côté français ? Alors, il y en a beaucoup des satisfactions. Effectivement, l'attaque qui a très bien fonctionné avec un Mathieu Jalibert à la baguette. Louis Bielbarré, effectivement, a réussi un tour de force quand on sait que dans le système Galtier, les choses sont assez figées. La hiérarchie est bien établie et bien en place. Les titulaires qu'on appelait, il n'y a pas si longtemps que ça, premium, étaient connus de tous. Et c'est vrai que Louis Bielbarré a réussi à renverser la vapeur et à prendre une place de titulaire dans cette équipe de France. À son âge, bravo à lui. Il est très insouciant, il n'a pas peur. Moi, je l'ai découvert contre les Fidji lors d'un match de préparation à Nantes. Et c'est vrai que j'ai vraiment été surpris par son calme, par son sang-froid et son insouciance. Grosse satisfaction également du paquet d'avant tricolore Aldrit Bay, auquel on peut penser qu'ils permettent notamment aussi aux ailiers d'exploiter ces excellents ballons. C'est évident. Les trois quarts français les ont remerciés d'ailleurs après le match. La charnière notamment a expliqué que jouer derrière un paquet qui avançait autant et qui a eu 100% de ses ballons en mêlée, 87% de ballons en touche, ça fait des rampes de lancement, des bonnes munitions en attaque et derrière ils les ont exploités superbement. Mais ça, comme souvent dans le rugby, commençait devant. Et Grégory Aldrit est à nouveau l'homme du match sur cette rencontre contre l'Italie et il est vraiment étincelant. Finalement, la seule mauvaise nouvelle de cette première phase, c'est évidemment la blessure d'Antoine Dupont. Antoine Dupont qui va voir son chirurgien ce lundi et qu'on espère peut-être voir Yvon face aux Sud-Africains dimanche prochain. Moi, je pense qu'il jouera contre les Sud-Africains. C'est 21 jours de cicatrisation. Ils lui ont mis du titane à la place de la pommette fêlée. J'ai aucun doute. Aucun doute qu'ils reçoivent demain le feu vert de son chirurgien. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer une forme d'appréhension quand même d'Antoine Dupont, non ? Non, je pense pas. C'est un joueur qui aime le contact aussi. Il continuera à l'aimer. Il y aura par contre une stratégie des Bleus autour de lui. Et une stratégie peut-être aussi des Sud-Africains, clairement. Bien sûr, mais sachant, les Bleus savent pertinemment que les Sud-Africains viendront le chercher. Et la stratégie bleue sera de le protéger au niveau de la troisième ligne, sera de mettre en place des plans de jeu pour le protéger le plus possible. Mais il ne rentrera, je ne pense pas, sur le terrain avec une appréhension. Est-ce que c'est le quart de finale ? Ça, j'en sais rien. Mais voilà, le jour où on lui donnera le go médical, il ira. Bakary, on peut l'imaginer titulaire, Antoine Dupont, dimanche prochain ? Seul le chirurgien qui l'a opéré a la réponse à cette question à l'heure où on se parle. On l'espère qu'il ait le feu vert de la part du corps médical. Maintenant, le match de Max Nuku vendredi soir a quand même donné beaucoup de satisfaction et beaucoup d'assurance. Cette charnière 100% UBB nous a montré qu'elle pouvait présider aux destinées de cette équipe de France. Donc on verra. La santé avant tout, j'ai envie de dire, malgré tout. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'équipe de France. On va passer maintenant au reste des équipes. Les sélections qui vous ont le plus séduit jusque-là dans cette phase de groupe. C'est d'abord les Fidji. D'abord les Fidji qui ont failli gagner contre le Pays de Galles et puis qui ont fait des matchs incroyables. Avec leur ADN, culturellement, ils sont restés les mêmes. Et avec Simon Ralawi, ils se sont séparés de Vern Cottern qui devait leur amener de la rigueur, et Vern Cottern est parti. Mais voilà, ils restent fantasques, ils sont solides, ils font tomber des ballons, mais ils se font 200 passes. C'est comme ça qu'ils doivent jouer. Et j'ai envie évidemment de saluer le Portugal qui a fait un mondial formidable et j'ai trouvé qu'ils ont été très sévèrement arbitrés à plusieurs reprises dans plusieurs matchs et notamment le carton rouge de leurs joueurs sur réception de coups de pied. Je trouvais qu'ils ont été, si j'avais été portugais, j'aurais été un peu agacé par la sévérité des arbitrages contre eux. Vincent Pinto, je crois, c'est ça ? Oui. Les déceptions, Olivier, on peut parler de l'Australie. Oui, bien sûr, l'Australie, l'Italie, qui ne se retrouve pas pour la première fois en quart de finale, ce qui est pour elle historique vraiment aussi, une énorme contre-performance.
L'Italie aussi, une grosse déception, et sur une équipe qui joue dans le Six Nations depuis 20 ans, qui a connu des phases de progression, de régression, mais le dernier match France-Italie à Rome dans le tournoi avait été très serré. L'écart de score qu'on a connu vendredi est vraiment assez incroyable, même si l'Italie avait joué une semaine avant contre les All Blacks et s'était fait laminer. C'est difficile d'enchaîner des matchs comme ça. En satisfaction, ou en tout cas en image impressionnante, j'étais au stade hier soir pour Irlande-Écosse, et la machine irlandaise est quand même vraiment très très impressionnante. Les Écossais n'y ont cru à peu près que 5 minutes. Ils se sont cassés les dents sur un mur défensif, et cette équipe est vraiment avec un public fou. Je pense qu'il y avait 50 000 Irlandais dans le stade. C'est vraiment une machine très très forte. Là, j'aimerais votre avis là-dessus, s'il vous plaît, Bakary, sur l'écart qui se creuse peut-être. On a vu des scores fleuves dans cette première phase, cette phase de groupe, des matchs sans réelle opposition, la Namibie, l'Uruguay, la Roumanie qui ont parfois été humiliés. Est-ce que vous avez constaté que l'écart se creusait entre les gros et les petites nations ? La grande nouveauté, si je peux appeler ça une nouveauté, c'est surtout des équipes qui n'étaient pas a priori prévues pour prendre ces grands scores. Je pense à la Roumanie et à l'Italie, qui semblent régresser très franchement. Il n'y a pas vraiment de surprise pour la Namibie. La Namibie, le sélectionneur expliquait que en 4 ans, entre 2 Coupes du Monde, la Namibie joue presque autant de matchs que l'équipe de France en joue en une année. Donc vous voyez que partant de là, on part effectivement de très loin. Ajoutez à ça le fait qu'ils aient leurs 4 matchs de poule à jouer en 17 jours, quand la France a 15 jours entre le 3e et le 4e match, vous comprendrez bien que c'est très compliqué pour ces petites nations, comme on aime à les appeler. Je vous dis, j'ai été surpris par le niveau de jeu affiché par la Roumanie et par l'Italie contre les deux gros cadors de leur poule. Je ne sais pas si l'écart se creuse, mais il faut trouver des solutions pour que des pays qui arrivent à se qualifier. Quelle solution justement, Bakary, parce qu'on parle d'une Coupe du Monde et d'un élargissement de la Coupe du Monde à 24 équipes. Ouais, c'est un sujet qui me tient à cœur, donc je suis content que vous m'interrogiez là-dessus. Je parle pour le rugby africain, il faut que ces nations jouent plus. Je vous rappeler le chiffre, 8 matchs officiels pour la Namibie entre 2 Coupes du Monde, dont un contre la Côte d'Ivoire qu'ils ont perdu, je tiens à le rappeler. Néanmoins, c'est pas assez. Il faut des compétitions régulières. Alors effectivement, oui, ça ne fait pas vendre. Mais moi, je me bats contre l'idée reçue qui est de penser qu'on ne joue pas au rugby en Afrique. Il y a plus de 50 pays qui sont affiliés à Rugby Afrique, donc on joue au rugby en Afrique. Ce qu'il faut, c'est des compétitions régulières, avec le même format, du même style qu'on peut trouver en Europe, avec le Rugby Europe Championship. Et on pourrait faire des tournois dans la sous-région, des tournois d'Afrique de l'Ouest, des tournois du Maghreb entre le Maroc, qui viendrait intégrer Rugby Afrique, la Tunisie et l'Algérie, pourquoi pas, des tournois d'Afrique australe. Et ensuite, pourquoi pas faire retrouver toutes ces équipes-là pour les faire se confronter. Ça ne fera qu'élever le niveau. Il faut jouer plus, clairement. Bakary, Yvon a envie de réagir. Oui, parce que le Portugal, là, qui vient de faire une belle prestation, vient du 7. Ils ont commencé par le 7. Le Kenya est fort en 7. L'Ouganda commence à avoir des équipes. C'est une bonne passerelle, le 7. Et les Néo-Zélandais ont une bonne formation de 7. On se souvient qu'il y a un type qui est arrivé un jour, il venait du 7, il s'appelait John Alomu, et c'est une bonne rampe de lancement. Pour rebondir, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais pour rebondir sur ce que dit Yvon, l'avenir du rugby mondial, je pense, passe par le rugby à 7. Si on veut mondialiser ce sport, il faudra passer par le rugby à 7, qui est un sport qui est très attractif, qui est très spectaculaire. Et le rugby à 7 qu'on retrouvera notamment au JO. On peut jouer plusieurs matchs. L'an prochain. C'est vrai que la complexité du rugby, c'est qu'on peut jouer qu'un match par semaine, quand on n'est pas une équipe africaine, je le rappelle. Mais effectivement, le rugby à 7, je pense, est l'avenir du rugby mondial. Olivier ? Oui, je voulais juste apporter un élément en plus. Le sélectionneur du Chili, l'Uruguayen Pablo Lemoine, a expliqué à la fin de la compétition que la place d'une équipe comme le Chili pouvait exister dans le rugby mondial, à condition que les efforts entrepris, qui ont été entrepris pour qu'ils soient là en 2023, perdurent 4, 8, 12, 16 ans. Et dans ces efforts, il y a l'organisation de matchs contre des grandes équipes, ceux qui ne jouent jamais, ceux qui jouent qu'entre voisins, contre l'Uruguay et jamais contre la Grande Argentine. Donc il y a vraiment tout cet ensemble, tout ce schéma qui doit fonctionner pour les aider entre les Coupes du Monde, et c'est pas que du court terme.
Voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette phase de groupe. Messieurs, on va se projeter juste sur les quarts de finale très rapidement parce qu'il nous reste vraiment très peu de temps. Ça commencera samedi. Pays de Galles face à l'Argentine, suivi de Irlande, Nouvelle-Zélande. Dimanche, Fidji, Angleterre. Et on terminera bien sûr par France, Afrique du Sud. À cette heure-là, dans 8 jours, on saura, messieurs, si la France continue sa Coupe du Monde sur son sol. Ils partent favoris, c'est très équilibré. Comment vous le sentez ? Sur l'Afrique du Sud, être favori au vu des statistiques de matchs contre eux, c'est difficile. Il va falloir répondre en tout cas à l'intensité physique. On a plus souvent perdu que gagné contre eux. On les a battus en novembre à Marseille. On a des arguments. On est chez nous, au Stade de France. Cette équipe, je pense, elle a confiance dans ce qu'elle est capable de faire. Et une seule confrontation en Coupe du Monde, c'était en 95. Demi-finale. On les a battus facilement de peu en novembre. Je pense les Français sont prêts. Ils seront prêts. Merci à vous. Je rappelle le livre que vous sortez, Yvon, aux éditions En Exergue. Bicentenaire du rugby, 1823-2023. Il y a plein de photos à l'intérieur. Je vous encourage à l'acheter. C'est magnifique. On vous le présentera à nouveau quand vous reviendrez sur le plateau, que vous nous ferez l'amabilité de passer nous voir. Merci à Bakary Meïté qui était donc en duplex depuis Carcassonne. On se retrouve évidemment dans 8 jours avec, on espère, une bonne nouvelle côté tricolore. Bonne nuit à tous.